Dans votre émission Lumière sur le monde diffusée sur MIA TV, votre chaîne et radio panafricaine. Et si la diaspora devenait un véritable moteur de croissance pour les entreprises afrodescendantes? Accès au financement, construction de réseaux, création d'opportunités. Aujourd'hui, on explore comment activer ce levier stratégique trop souvent sous-estimé. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un invité exceptionnel, Tanguy Ngafuna Tabissi, entrepreneur engagé et fondateur de Black Network, une plateforme qui connecte les talents, les idées et les opportunités au sein des communautés afro. Ensemble, nous allons explorer des pistes concrètes pour transformer les défis en leviers durables. Bonjour Tanguy, vous êtes le fondateur de Black Network. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce important aujourd'hui de parler de la diaspora comme levier économique pour les entreprises afrodescendantes? Bonjour Adeline, merci pour l'invitation. Pour répondre à la question directement, c'est fondamental d'avoir recours au networking, d'avoir un réseau d'affaires comme le nôtre. Nous, on se définit comme étant le MEDEF de la diaspora africaine et afrodescendante. Pour ceux qui sont à l'international, ils ne connaissent peut-être pas le MEDEF, mais c'est l'organisation qui représente la majorité des entrepreneurs en France et des grandes entreprises en France, et nous, on veut être l'équivalent dans la diaspora africaine et afrodescendante. Et notre ambition, c'est de connecter avec les afrodescendants, la diaspora africaine partout sur la Terre, et qu'au final, on rapatrie nos compétences, on rapatrie nos fonds sur le continent africain, in fine. Et pourquoi c'est important de le faire? C'est parce que, en fait, on fait des belles choses, bon, tous chacun de notre côté, mais il est temps de le faire de manière unie pour avoir un impact beaucoup plus grand. Et c'est pour ça qu'avec Black Network, on a 5 piliers. Et le pilier fondamental de notre action, c'est de fédérer. Fédérer la diaspora économique pour faire en sorte que nous puissions être puissants économiquement dans l'intérêt de la résurrection africaine, in fine. Très bien. Et vous parlez justement de 5 piliers hyper importants, mais selon vous, quels sont les principaux freins auxquels vont pouvoir faire face les entrepreneurs afrodescendants? Est-ce que c'est dû à un manque de visibilité, de financement, de réseau ou même d'accompagnement? En fait, il y a un peu de tout ça, hein. Alors, manque de visibilité, de réseau ou d'accompagnement, les trois dispositifs existent. D'abord, la visibilité. Pourquoi est-ce qu'on a lancé? Nous, on a un podcast qui s'appelle Kalimandjaro et dans lequel on va recevoir les entrepreneurs de la diaspora africaine et d'ascendance africaine. Et pourquoi est-ce qu'on l'a lancé? C'est parce que en écoutant tous les podcasts qui existaient, les plus gros podcasts business, eh bien, il n'y avait pas de personnes issues de la diaspora. Or, il y a un concept qu'on appelle l'impuissance apprise. Si vous ne voyez pas des gens qui vous ressemblent, qui font des grandes choses, vous-même, vous aurez plus de difficultés à faire vous-même. Et tout le travail de la visibilité consiste à faire en sorte que nos jeunes, ou même les moins jeunes, puissent identifier des entrepreneurs de la diaspora qui font des choses, qui font bien des choses, qui font à un niveau significatif pour faire en sorte que eux-mêmes se disent, mais oui, c'est possible. Je peux être entrepreneur dans la tech, je peux être entrepreneur dans l'agriculture, je peux être entrepreneur, avoir un gros cabinet d'avocats, je peux faire plein de choses parce que j'ai vu des gens qui viennent des mêmes milieux que moi, des gens qui ont les mêmes difficultés que moi, des gens qui me ressemblent et qui le font. Donc, l'accès à la visibilité, c'est un des canaux. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, eh bien, je trouve que quand même, on arrive à faciliter la visibilité de notre communauté, de notre diaspora, et à notre humble niveau, eh bien, on pousse pour faire en sorte que tout ça soit encore plus efficient, que ce soit encore plus effectif. Ensuite, effectivement, il y a le sujet, encore une fois, de l'accès au financement. Il faut avoir à l'idée que pour tout ce qui est relatif au capital risque, eh bien, il y a moins d'1% des fonds qui vont à des personnes de la diversité en Occident. Et quand on parle, parce qu'en France, on peut pas faire de statistiques ethniques, mais donc moins d'1% qui vont à des personnes de la diversité, c'est-à-dire que ce qui revient aux Noirs, parce que la diversité, c'est tout le monde, c'est encore beaucoup moins. Et même aux US, avec la crise qu'on connaît, il y a une stat qui est sortie récemment qui dit que 0,48% des fonds sont attribués à des founders noirs.
Donc, vous voyez qu'on a un problème d'accès au financement quand on sait que tout le à fait. financement, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est ce qui va permettre à des entrepreneurs d'accélérer. C'est pas ce qui va nous empêcher d'entreprendre, mais c'est ce qui va nous faire en sorte qu'on va aller plus lentement. On va mettre plus de temps à atteindre des niveaux significatifs. Après, sur la question de l'accompagnement, je dirais que on a beaucoup d'accompagnement aujourd'hui quand même. Il y a beaucoup de dispositifs pour accompagner les entrepreneurs. Mais dès lors que ça manque de visibilité d'une part et qu'on manque de financement, l'accompagnement, il a ses limites. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'accès réel des entrepreneurs afrodescendants justement au financement traditionnel? Là, dans les financements traditionnels, pour des entreprises qui sont en lancement, il y a ce qu'on appelle le VC, le capital risque, et il y a tout ce qui est bancaire. Et sur ces deux leviers-là, c'est la croix et la bannière. La croix et la bannière, donc sur le capital risque, j'ai donné tous les chiffres juste avant, qui nous permettent d'avoir la vision et de comprendre que 0,5%, c'est très peu. Vous imaginez que si chaque année on envoie 1 milliard, et ben on n'a que 0,5% qui viennent à des entrepreneurs de la diaspora, alors qu'on n'est pas à 0,5% de la population entrepreneuriale. C'est ça le vrai sujet. Si on compte en France, allez, si on est 3 millions, on est au moins 5% de la population. Au moins. Donc 5% de la population, je ne pense pas qu'on soit moins de 5% de la population entrepreneur. Donc on devrait avoir accès à 5% au moins du financement. Ça, c'est la première chose. Donc on est loin. Si on a 0,5%, ça veut dire qu'on a 100 fois moins que ce à quoi on pourrait accéder. Ça, c'est la première chose. Et c'est lié à diverses raisons, mais notamment au fait qu'il y a un entre-soi dans le financement, de telle sorte que si vous n'êtes pas blanc et que vous n'avez pas fait les grandes écoles, eh bien, vous ne pouvez pas être financé. Notamment pour tout ce qui est lié au capital risque, c'est des projets qui sont naissants. Et quand les projets sont naissants, l'investisseur, il vise pas forcément sur le business en lui-même, il vise sur la personne. Or, Ok. dès lors on mise sur une personne, eh bien, il y a plein de biais qui vont intervenir et qui vont limiter l'accès aux fonds pour les personnes de la diversité. Nous, parmi nos membres, on a un fonds d'investissement qui s'appelle The Blueprint. Et The Blueprint, c'est un fonds d'investissement qui a choisi d'investir dans dans les équipes mixtes. Parce qu'il y a beaucoup de statistiques sur le fait que ce sont les équipes mixtes qui sont les plus performantes. Et donc, il faut que, D'accord. pour ce fonds-là, il faut que 30% du capital soit détenu par une personne mixte, c'est-à-dire soit une femme, soit une personne dite racisée, et pour que eux, ils investissent. Et des initiatives comme ça, il en est de plus en plus, mais il faut que ceux qui ont des ressources, eh bien, investissent dans ces initiatives-là. Quand je parle des personnes qui ont des ressources, c'est des entrepreneurs qui ont fait des exits, c'est des sportifs, des artistes qui sont très liquides, qui investissent dans ces initiatives-là pour faire en sorte que derrière, eh bien, il y ait d'autres entrepreneurs qui réussissent. Et en plus, c'est normal, en général des bonnes opérations financières, donc c'est quelque chose qui doit être fait. Donc ça, c'est au niveau de la banque, au niveau du capital risque. Maintenant, au niveau D'accord. des banques, le gros souci, c'est que on manque de data sur un certain nombre de business. Je vais pas citer son nom, mais il y avait un très gros restaurant en France où toutes les stars internationales, lorsqu'elles venaient en France, elles mangeaient là-bas. Eh bien, pour avoir accès au financement, eh bien, ils ont été obligés de dire qu'ils allaient créer un restaurant italien, je crois, ou espagnol. Et là, on a accepté de les financer, mais parce que quand on leur disait qu'on fait de la food afro, eh bien, personne Oui. ne voulait les financer parce que manque de statistiques, manque de données. Et donc, il y a tout un travail à faire de notre côté pour communiquer suffisamment les chiffres, pour créer ce travail d'enquête pour que les banquiers aient aussi des datas sur lesquelles ils vont s'appuyer pour accepter de financer. Et nous, dans nos partenaires, on a l'UMBA, l'Union des métiers de bouche, on va dire c'est le syndicat des restaurateurs afro, et qui fait ce travail-là. Donc on a tout un travail à faire, nous, pour qu'on puisse, in fine, accéder à des financements. D'accord. Et est-ce que vous savez, Tanguy, comment la diaspora elle peut contribuer au financement des entreprises? Alors, bon, il y a deux sujets là-dessus, et j'en suis revenu un peu. Qu'est-ce que j'entends par là? Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a deux sujets? Pendant longtemps, en tout cas, on a cherché à faire en sorte que monsieur et madame tout le monde puissent investir dans les entreprises de la communauté, de la diaspora. Mais avec le recul, je me dis que, en fait, on n'est pas encore assez costaud économiquement
pour pouvoir faire ce genre d'investissement. Parce qu'en fait, quand on investit l'argent dans les entreprises de la diaspora, souvent, là où les entreprises ont un besoin le plus critique d'investissement, c'est au démarrage, ce qu'on appelle l'amorçage. Or, dans ces projets-là, allez, 8 projets sur 10 vont mourir. Donc, si on encourage la diaspora à investir massivement dans ces business, eh bien, on sait que la diaspora va perdre dans 8 fois sur 10. Et la situation dans laquelle on est aujourd'hui en tant que diaspora, on ne peut pas se permettre de perdre. On doit investir dans nos enfants, on doit Exact. même nous-mêmes nous former et autres. Donc, c'est pas le moment de perdre, de se mettre dans des situations où on va perdre de l'argent. Ma conviction, c'est que les personnes qui sont ultra liquides, c'est-à-dire entrepreneurs qui ont fait des exits, très gros CEO ou très gros C-level de boîtes, euh, sportifs et acteurs du divertissement, eux doivent investir dans ces startups-là. Ça, c'est la première chose. Et les startups doivent être éduquées au mieux, formées au mieux pour être compatibles avec le capital risque, pour être compatibles avec les institutions financières. Les personnes qui sont monsieur et madame tout le monde, elles doivent se concentrer, je pense, hein, sur investir sur elles-mêmes pour se développer en tant que professionnel. Investir peut-être si vous avez un ami, si vous avez un coup de cœur, vraiment, là, bon, allez-y, on va pas empêcher quelqu'un d'investir dans le restaurant de son cousin ou autre, en sachant que c'est de l'argent qu'il est prêt à perdre. Mais c'est pas la prix. En tout cas, il ne faut pas que stratégiquement, on y aille massivement. Massivement, formez-vous, investissez dans le patrimoine, investissez dans l'éducation de vos enfants. Ça, c'est vraiment fondamental. Et après, si on a réussi à faire tout ça, ben là, on pourra investir dans les startups. Mais je pense que c'est pas prioritaire. D'accord. Et est-ce que vous avez des exemples concrets de modèles alternatifs de financement issus justement de la diaspora? Non, mais ça, après, le modèle alternatif que tout le monde connaît, c'est la tontine. Vous voyez? Euh, c'est quelque chose qui fonctionne de manière efficace depuis des lustres. J'ai pas de chiffres précis, mais depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu des tontines avec des montants plus ou moins élevés et mais je pense pas que ça, j'en connais pas des gens qui font des tontines pour investir dans des sacs de grandes marques. La plupart font des tontines pour peut-être la consommation, acheter un nouveau canapé, acheter une nouvelle voiture. Mais si cette épargne-là communautaire était redirigée vers l'investissement, eh bien, on arriverait à quelque chose de plus significatif. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger pour moi, véritablement. La tontine, si elle permettait, elle était organisée pour permettre à financer des business, eh bien, ce serait beaucoup plus conséquent. D'accord. Et est-ce que vous pensez que les banques et institutions doivent créer des offres spécifiques pour ces entrepreneurs ou il faudrait d'abord renforcer les capacités internes des entreprises? Ouais, des offres spécifiques. Bon, là, on rentre dans tout ce qui est affirmative action d'une certaine manière, en disant soit des quotas, soit des projets. C'est bien, il faut qu'il y en ait. Ça, il y a pas de sujet. Euh, c'est nécessaire, en tout cas. Et je pense que l'affirmative action a prouvé que quand on mettait des actions spécifiques en direction d'un certain nombre de fondateurs, que ce soit des femmes, parce qu'on parle beaucoup de la diaspora, mais les femmes, c'est des sujets aussi, elles ont aussi les mêmes sujets. Eh bien, oui, c'est spécifique. Mais nous, le travail que nous, on fait aujourd'hui, Black Network, eh bien, c'est surtout de former nos entrepreneurs. Euh, en fait, en 2023, pendant l'été 2023, j'ai fait une enquête auprès de nos membres et des gens qui étaient passés sur le podcast et je leur demandais quel est votre plus gros pain point. Et ils me disaient tous, nous, on n'a pas accès au financement. Si j'avais X nombre de financements, je pourrais exploser, je pourrais faire ci, faire ça. Et donc, dans l'écosystème, on a des fonds d'investissement, on a des business angels. Et quand je les appelle, je leur demande, mais voilà ce que me disent mes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Ils me disent, nous, il y a de l'argent, il n'y a pas de problème, il y a de l'argent, mais les projets ne sont pas compatibles avec nos systèmes de financement. Et c'est là qu'on a créé des business clubs où on accompagne particulièrement, on forme particulièrement les entrepreneurs pour faire en sorte qu'ils puissent matcher avec l'écosystème des financeurs et faire en sorte qu'il puisse y avoir plus de financement. Donc ça, c'est la mission que nous, on s'est donnée principalement. D'accord. Et quel rôle jouent les réseaux professionnels afro dans l'émergence des entreprises afrodescendantes? En fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Je reviens sur les 5 piliers.
nos 5 piliers à Black Network. Le premier, donc, j'ai évoqué tout à l'heure, c'était représenter. Pardon. Le premier, c'était fédérer. Donc, on permet à la diaspora entrepreneur de se rencontrer. Parce que si on ne se rencontre pas, on ne peut pas faire de business ensemble. Au départ, nous, on avait créé un annuaire où les gens indiquaient ce qu'ils faisaient. Moi, je suis avocat, moi, je suis expert comptable, moi, je suis plombier. Mais on ne croyait pas de lien parce qu'on ne se connaissait pas. Et quand on a créé des événements et donc on a fédéré les gens, là, ils ont appris à se connaître. Ensuite, valoriser tout ce dont on a parlé tout à l'heure en termes de représentation et de visibilité. Eh bien, c'est tout ce travail-là de valorisation, de mettre en avant les entrepreneurs qui font bien, qui font des grandes choses, qui font des choses diverses. Et là, ça donne envie à des personnes qui ont envie d'entreprendre de se dire, bah, je peux faire ça, je peux me lancer dans, je sais pas, la petite enfance parce qu'il y a il a un groupe de crèche, il fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je peux me lancer dans l'avocature, avoir un gros cabinet. Donc, ça, le travail de valorisation, il est fondamental pour ça. Ensuite, on fait un travail de financement, donc de mise en relation entre les fonds d'investissement, les business angels et les entrepreneurs pour faire en sorte que ceux-ci financent parce que on en a beaucoup parlé. L'accès au financement est un vrai pain point chez nos entrepreneurs. Ensuite, on représente. L'idée de représenter, c'est de faire en sorte que les institutions ont vocation à parler ou à œuvrer, prendre des décisions qui vont avoir un impact sur les entrepreneurs de la diaspora. Eh bien, nous, notre travail, c'est d'aller parler avec les conseillers du président, d'aller parler avec des députés, on en a quelques-uns dans notre réseau, d'aller parler avec tous les décideurs pour leur dire, mais voilà, si vous voulez œuvrer dans l'intérêt des entrepreneurs de la diaspora, eh bien, faites ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et c'est ça qui va finalement faire ce travail de lobbying-là, va favoriser, in fine, la réussite et l'émergence d'entrepreneurs de la diaspora. Donc, j'ai dit fédérer, valoriser, représenter, financer, et j'en oublie un. J'en oublie un qui va me revenir derrière. Mais dès que ça me revient, je vous le dirai. Il n'y a pas de souci. Et est-ce que vous pourriez nous préciser, Tanguy, comment activer ces réseaux de façon beaucoup plus stratégique? Activer ses réseaux, c'est-à-dire activer ses propres réseaux ou activer les réseaux diasporiques. Des réseaux diasporiques, justement. Ah, mais en fait, tout le monde est partout. Qu'est-ce que j'entends par tout le monde est partout? Tout le monde est sur les réseaux aujourd'hui. Moi, je suis sur LinkedIn, je poste pratiquement tous les jours. Et pourquoi est-ce que je poste tous les jours? C'est pour faire en sorte que tout le monde nous connaisse. Et j'arrête pas de dire, il ne faut pas qu'il y ait une personne originaire d'Afrique ou de la Caraïbe qui entreprend et qui est en France qui ne connaisse pas Black Network. Et c'est pour ça que j'essaie d'être le maximum présent dans les médias, d'être le maximum présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou que ce soit TikTok depuis récemment ou même LinkedIn. Le travail de communication chez nous, c'est un pilier essentiel de notre activité. Et comment les activer? Eh bien, il faut aussi que le public, il faut qu'il soit aware, comme on dit, donc il cherche à rentrer en contact, à identifier quels sont les acteurs. Là, je parle pour ma paroisse Black Network, mais il y en a beaucoup d'autres qui font. Il y a Ripat Africa qui, eux, accompagnent particulièrement les gens qui veulent investir en Afrique. Il y a énormément de dispositifs comme ça dans la diaspora, que ce soit en France, mais aussi à l'international. Donc, il faut aller sur les réseaux, aller les chercher, fonctionner en réseau. Il faut vraiment qu'on ait cette vision-là de fonctionner en réseau, de se connecter. Pourquoi est-ce que là, ça m'intéresse de parler? Parce que j'ai envie de parler à la diaspora qui est en outre-Atlantique et qu'on crée ces ponts-là. Nous, on a quelques investisseurs là aux États-Unis, mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. C'est ça. Et est-ce que la diaspora, elle a assez conscience de son pouvoir économique? Non, non. Là, je réponds rapidement, non. Et même nous, d'une certaine mesure, on a mis du temps à comprendre. En fait, on le soupçonnait, mais il a fallu qu'on mette un chiffre pour le comprendre de manière concrète et véritable. Cet hiver, en décembre dernier, on a fait un gala. Et l'objectif de ce gala, c'est notre gala annuel. Cette fois-ci, on voulait faire le Billion Dollar Network. Enfin, le Billion Dollar Dinner. On voulait que dans la salle, à l'occasion d'un repas, on réunisse 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'était quoi? 1 milliard d'euros en valorisation, en chiffre d'affaires ou en actifs sous gestion pour les fonds d'investissement.
Et on a réussi à le faire. Et quand j'ai comme communiqué là-dessus, il y a beaucoup de gens qui sont tombés des nues en disant, mais c'est possible. On a autant de valeurs tous quand on se met ensemble. Et en fait, la chance que l'on a, c'est qu'on est quand même assez nombreux éparpillés dans nos activités. Mais quand on se met ensemble et qu'on commence à travailler ensemble, on se rend compte de la portée, de la puissance, de l'importance que l'on représente. Et 1 milliard d'euros, et là je vous dis, en vérité, on fait beaucoup plus, on est beaucoup plus. Donc on pourrait représenter 1, 2, 3, 4, 5, 10 milliards si vraiment tous les entrepreneurs et toutes les forces vives de la communauté se mettaient ensemble. Et on pourrait avoir un chiffre qui nous permettrait de voir et de dire, voilà ce qu'on pèse quand on est unis. Donc, je pense que personne ne se rend compte véritablement, mais on fait le travail pour, et petit à petit, on va ouvrir les yeux de la diaspora pour qu'elle comprenne que l'Uni, elle représente beaucoup. Et là, j'ai donné 1 milliard d'euros en termes de valorisation, mais on est des milliers de salariés, si ce n'est pas des dizaines de milliers. Et justement, dites-moi, Tanguy, comment faire ouvrir les yeux à la diaspora, comment faire évoluer cette vision? Mais le travail de médias, pour moi, il est important, fondamental même. Ce que fait MIA TV, c'est essentiel. Ce que font tous ces médias-là, investir au pays, je pense que tout le monde connaît. L'investisseur africain, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui, aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, grâce à tous les réseaux sociaux qui existent. On a la chance parce qu'on a brisé les barrières à l'entrée en matière de création de contenu. Et donc ce travail-là, même avec l'IA aussi qui est développé puissance 10, eh bien tout ce travail-là, il faut qu'on le fasse et qu'on le fasse de manière intensive, de manière intentionnelle, en sachant que c'est ça qui va avoir pour conséquence de permettre à nos frères et à nos sœurs de réaliser. Parce qu'une fois qu'on a débloqué ces chaînes-là dans la tête, de là vont naître des initiatives importantes. Exactement. Et comment créer un pont durable entre la diaspora et les écosystèmes locaux, que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes, etc. Alors, nous, on a une initiative qui va dans ce sens. On a créé une cellule à Abidjan, qui est une cellule test, parce que la diaspora en France, comme sa terre d'immigration privilégiée, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Bénin arrive en troisième position. Et qu'est-ce qu'on a D'accord. fait? Comme c'est un endroit qui est très dynamique économiquement, eh bien, on a créé une cellule sur place qui favorise ce qu'on appelle le soft landing des entrepreneurs qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toute personne qui est dans notre écosystème et qui souhaite aller entreprendre à Abidjan, eh bien, on va la mettre en relation avec les personnes fiables sur place. Parce que notre vrai pain point dans la relation diaspora-Afrique, c'est l'identification sur place de personnes fiables. Parce qu'on a tous des souvenirs de personnes de notre entourage qui ont voulu aller entreprendre sur le continent et qui sont fait escroquer par un membre de la famille ou par quelqu'un qui n'est pas de la famille. Donc tout le travail que nous on fait, c'est celui-là, c'est de répertorier les personnes fiables sur le continent et de mettre en relation toute personne qui veut s'installer ou qui veut voyager ou qui veut prospecter sur le continent avec notre réseau fiable sur place. Et ça, pour moi, une fois qu'on aura fait ça, on va communiquer sur les résultats et montrer que tu peux rentrer facilement, enfin facilement entre guillemets, mais tu peux rentrer en Afrique et ne pas te faire arnaquer dès lors que tu as un réseau fiable sur place. Exactement. Et quelles sont les principales actions concrètes que chaque entrepreneur ou investisseur afrodescendant peut mettre en place dès aujourd'hui, Dans quel but? dans le but de justement d'investir, comment dire, en Afrique par exemple? L'action concrète, et moi c'est celle à laquelle je m'attache depuis un certain temps maintenant, c'est d'aller visiter. C'est vraiment ne pas se dire, je sais, je me bats avec tous les gens qui disent qu'ils sont en France ou en Occident et qui se disent, moi, je comprends l'Afrique, je sais comment l'Afrique fonctionne. C'est le meilleur moyen de s'exposer à des graves difficultés et à des escroqueries, un mauvais paramétrage de ses investissements. Donc, il faut absolument que on commence à visiter les pays africains, visiter d'autres pays que le nôtre
Ça, c'est vraiment une chance que nous, on a dans la diaspora. Le fait d'avoir grandi avec des personnes qui sont d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord, eh bien, ça fait qu'on a des connexions avec des personnes dans différents pays et il faut aller voir ces pays. Là, aujourd'hui, moi, ce que je fais et ce que je recommande à tout le monde, et aujourd'hui, le tourisme est quand même de plus en plus développé en Afrique, de telle sorte que c'est beaucoup plus facile de le faire, c'est d'aller et visiter. La Côte d'Ivoire, c'est safe. Le Sénégal, c'est safe. L'Afrique du Nord est safe. Le Cameroun est relativement safe. Enfin, il y a plein de pays qui sont largement accessibles où on peut, et l'idée c'est d'aller voir, d'aller identifier les besoins, d'aller se familiariser, de comprendre aussi que les gens ne nous attendent pas, les gens se battent là-bas, et donc travaillons à aller sur les pays, les découvrir, pour ensuite nous positionner là où on a vraiment besoin de nous, et pas là où on fantasme nous en tant que personne de la diaspora. Et pour finir, Tanguy, si vous aviez un message à adresser à la diaspora, quel serait-il? J'en ai plusieurs, mais le message principal, peut-être qu'aux États-Unis, on ressent moins ce besoin-là de dire ça, mais le message que je dis systématiquement, c'est n'oublions pas que nous sommes en mission. N'oublions pas qu'on ne nous a pas envoyés en Occident, on n'est pas venu en Occident pour, j'ai envie de dire, profiter de la vie, chill, consommer à tout va et oublier qu'on est venu dans une mission, notre mission, avec une mission. Notre mission, c'est de contribuer à la résurrection de notre continent. Et pour ça, ça suppose de travailler, d'épargner, d'investir en France, d'investir en Afrique et de le faire bien. Et travaillons ensemble et vous verrez que on créera un monde meilleur pour nos enfants. Merci à vous Tanguy pour cet échange riche et éclairant. Ce que l'on retient aujourd'hui, c'est qu'au-delà des obstacles, la diaspora a un rôle clé à jouer, celui de soutenir, de connecter et d'investir dans les projets afrodescendants. À chacun de nous maintenant d'activer le levier à notre portée. Merci chers auditeurs et téléspectateurs de nous avoir suivis dans Lumière sur le monde et à très bientôt pour un nouvel épisode sur MIA TV. Merci.